Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres. 7 communes du Bénin bénéficieront des 130 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale. C'est dans le cadre de la lutte contre l'inondation. Les éléments du commissariat du 4e arrondissement de Porto-Novo ont procédé ce lundi à l'arrestation de plusieurs malfrats. Une importante quantité de chanvre indien a été retrouvée à leur domicile. Le métier du mannequinat peine à se développer au Bénin. Les raisons ont été évoquées par le styliste et créateur de mode Andoche Amoussou dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Alada, Aplaoui, Dassazume, Djougou, Kandilo, Kossa et Kobé bénéficieront d'un projet de construction de villes résilientes et inclusives. À cet effet, le gouvernement a bouclé un accord de financement de la Banque mondiale à hauteur de 130 milliards de francs CFA. L'accord a été signé le samedi 15 octobre dernier au cours de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenu à Washington. C'était entre autres en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana. Les 130 milliards de francs CFA seront affectés à la mise en œuvre du projet Building Resilient and Inclusive Cities. Il permettra la construction d'infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans les communes précitées. Le Sahel est confronté à une situation sécuritaire qui prend de l'ampleur et qui s'étend à des territoires nouveaux. Enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la géopolitique et de sécurité, Draman Bouko explique au micro de Carles Kitome la différence entre organisation terroriste et organisation criminelle. Il évoque également l'influence de la disparition de Muammar Kadhafi sur l'évolution de la situation de sécurité au Sahel. Quand on parle de groupe terroriste, c'est une organisation qui ont des revendications politiques, économiques, mais qui utilisent la terreur pour obtenir le résultat lorsqu'il s'agit donc des groupes terroristes. Alors que quand on parle donc de groupes criminels, c'est également une organisation, un groupe d'individus qui commettent des actes qu'on peut qualifier de crimes. Donc, organisation criminelle, comme le nom l'indique, une organisation, un groupe, une association, donc un groupe d'individus qui commettent des actes à travers les crimes, d'une part, pour les groupes criminels, et de l'autre côté, une organisation de groupe, donc une association d'hommes, donc qui commettent des actes à travers la terreur. Alors, donc, le second, le mot terreur est plus fort. Ça dit, quand on parle de terreur, c'est de semer la panique, pas seulement au niveau des victimes, mais également au niveau de ceux qui entourent les victimes. Vous comprenez? De telle sorte que le message passe plus fort quand il s'agit de groupes terroristes par rapport aux groupes criminels. Les groupes criminels ont une cible particulière et les objectifs, une fois atteints, disparaissent. Contrairement aux groupes terroristes, non seulement les cibles sont affectées, mais également ceux qui sont autour des cibles sont psychologiquement
affectés. J'ai la manière d'utiliser les voies et moyens que l'on utilise pour faire des revendications politiques, économiques ou sociales, en utilisant la terreur. Avant la chute de Kadhafi, du colonel Kadhafi en Libye, en 2011, il y a des pays comme le Mali à l'époque et d'autres pays du Sahel, le Burkina, n'avaient jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Alors, ces combattants pro-Kadhafi ou soutiens de Kadhafi, qui ont pratiquement perdu donc, la légitimité ou la légalité, donc n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier vers l'Algérie. Vous comprenez? Donc, une fois à partir de l'Algérie, vous savez, ces territoires qui sont extrêmement vastes, qui se partagent donc, des milliers de kilomètres du désert, de frontières, donc pratiquement donc, ont eu accès facile donc, au Mali et au Burkina Faso. Le Burkina Faso, jusqu'à la chute de Blaise Compaoré en 2014, n'avait jamais connu ce qu'on appelle le terrorisme. Et cette période-là, entre 2011 et 2014, coïncide avec la chute du colonel Kadhafi. Donc, la plupart du temps, donc, non seulement il y a des causes économiques, mais également les causes lointaines dont on a parlé, le leadership, la mauvaise gouvernance depuis les indépendances, mais plus précisément la chute du colonel Kadhafi en 2011, avec l'invasion de l'OTAN dans ce pays, a des causes immédiates, a des liens directs avec la prolifération des groupes djihadistes et la circulation des armes légères et de petit calibre. Le spécialiste de la géopolitique enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, Draman Bouko, a également expliqué la montée du terrorisme dans le Sahel. Pour lui, le mal est de deux ordres. Il est au micro de Anaël Dohou. Ces causes sont multiples, profondes. Il y a des causes immédiates, il y a des causes lointaines. S'agissant des causes lointaines, il y a fondamentalement le problème de leadership en Afrique subsaharienne de façon générale. Qu'il vous souvienne, en géopolitique, nous l'avons vu, que l'Afrique est un continent qui est regorgé de ressources stratégiques, mais qui malheureusement, l'Afrique subsaharienne fait partie de la région la plus pauvre de la planète. Donc le problème de leadership, c'est un problème qui date d'avant et d'après les indépendances en Afrique. Et c'est de là où, en réalité, quand on parle donc du leadership, le problème de leadership, le leadership a des implications économiques et sociales. Naturellement, donc je veux parler donc des autres causes qui sont immédiates, la pauvreté, le chômage, la corruption, la mauvaise gouvernance. Bon, quand on parle donc du problème de leadership, donc quand on dit mauvaise gouvernance, ça peut être beaucoup plus précis. Parce que les populations sont conscientes. Les populations de ces régions-là, de l'Afrique en général, plus précisément de l'Afrique subsaharienne et en particulier des régions du Sahel, sont conscientes des richesses que regorgent leur sol et leur sous-sol, mais qui vivent dans la pauvreté. Le sentiment nationaliste ne peut exister que lorsque les populations comprennent que les dirigeants sont conscients de leur existence. C'est ça le véritable problème. Ils estiment en réalité que le sentiment nationaliste ne peut pas naître en eux parce qu'ils se sentent marginalisés, ils se sentent négligés par les leaders ou les dirigeants qu'ils ont en face. Et par conséquent, ce sentiment nationaliste qui était supposé naître en réalité pour protéger la nation, pour protéger les fils et les filles de la nation, ce sentiment-là disparaît et cède place à la haine, à l'amertume et à la vengeance. C'est de là, je crois que je l'ai déjà dit, et l'erreur, la plupart du temps, la grosse erreur que les premiers dirigeants et les dirigeants actuels en Afrique subsaharienne et dans le Sahel commettent, c'est que 90%, et je dirais même 100% des régions septentrionales des pays du Sahel ont toujours été négligées. Je disais jusqu'en 1995, il était impossible de capter une chaîne de radio nationale en dehors de Bamako. Nous avons un mal commun que nous voulons combattre, le terrorisme, mais il faudrait qu'on puisse voir est-ce que les causes du terrorisme dans chaque pays diffèrent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, dans la plupart des pays du Sahel, il y a ce phénomène qui est là,
Mais les réalités que l'on vit à Bamako ne sont pas forcément les mêmes que ce que l'on vit à N'Djamena ou ailleurs. Qu'on puisse voir en réalité quel est le véritable problème. Donc, si les causes sont communes, il est louable et il est souhaitable qu'on puisse avoir une stratégie commune. Dans le cas contraire, il est souhaitable que l'on puisse avoir des stratégies individualisées ou personnalisées en tenant compte des contextes historiques, en tenant compte des contextes sociologiques, en tenant compte des contextes économiques. Mais le véritable problème, j'insiste beaucoup là-dessus, des groupes djihadistes ou des groupes terroristes qui prospèrent dans le Sahel, leur revendication est fondamentalement économique. Des présumés malfrats ont été interpellés à Porto Novo pour association de malfaiteurs, vol, détention et usage de produits psychotropes. Ils ont été arrêtés suite au vol d'une motocyclette le 11 octobre dernier. Grâce à l'enquête ouverte, les forces de l'ordre ont mis la main sur un bijoutier habitant à Rouemé. La police a également arrêté le cerveau du dit réseau et autres membres du gang. Il faut préciser qu'une importante quantité de chanvre indien a été retrouvée à leur domicile et les fournisseurs ont été arrêtés à Sekondi. Le mannequinat est l'activité exercée par le mannequin une personne qui pose ou s'expose pour valoriser des produits de l'industrie de la mode. Les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et d'autres accessoires de beauté. Au Bénin, le manque d'événements de mode est la cause de la non-expansion de ce métier. Je vous invite à suivre Chalmaï Aoudo Chamoussou, styliste modéliste et créateur de mode, pour plus d'explications au micro de Kanté Amsou. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'on a de meilleurs mannequins, davantage, on en a plus. L'échantillon aujourd'hui est un peu plus élevé que ce qu'on a il y a quelques années. Et cela voudra dire que ça commençait par être mieux. Et heureusement qu'on a commencé par avoir plus d'événements dans le pays au fur et à mesure. Je peux vous rassurer, vous n'avez pas tort par rapport à la question, parce que le mannequinat, jusqu'alors, ne nourrit pas son homme, ne nourrit pas réellement son homme, à part quelques-uns, surtout au Bénin. Parce qu'il n'y a pas assez d'événements pour qu'ils puissent gagner autant. D'accord? Vous allez en Côte d'Ivoire à côté, vous avez forcément un événement de mode par mois. Si ce n'est pas à Abidjan, c'est à Yamoussoukro, c'est dans un autre quartier, c'est dans une ville. Et les mannequins tournent dans tous ces événements la plupart du temps quand tu es bien, parce qu'il faut que le mannequin aussi travaille, c'est comme le football. Il faut que tu sois toujours en forme et ça va bien marcher, ça va bien vendre le produit. Et quand tu es très bon, tout le monde veut t'avoir sur son événement. Et quand tu vas sur l'événement des gens, tu peux t'imposer. Parce qu'il faut d'abord travailler sur soi-même. Ce n'est pas uniquement faire le sport, avoir la poitrine bien bombée. Non, ce n'est pas ça forcément le mannequinat. Surtout chez les hommes, la plupart font un peu de pompe. Et parfois, quand tu les habilles, ça ne pose plus. C'est trop gros en haut. Et puis après, ça flotte ici. Ce n'est pas agréable à voir. Mais quand il est bien bâti, il sait quel type de sport il faut. Parce que quand les gens vont dans la salle de sport, ils ne disent pas pourquoi ils sont venus. Et donc, ils sont mal orientés, ils font tout, et puis de la musculature uniquement. Or, il peut être bien bâti, et de la poitrine, la taille, au bassin, on voit quelqu'un qui est de très bien élégant, de très bien bâti. C'est pas bien bâti, c'est difficile à habiller. Alors, donc, il y a des coachs comme Bienvenue qui savent bien de quoi je parle, et qui savent orienter ces mannequins-là. Et donc, quand le mannequin est bien, et travaille bien sur lui-même, il va être sur plusieurs événements. Donc, les mannequins sont tout le temps appelés sur plusieurs événements. On a une béninoise, Patricia, qui est tout le temps appelée sur tous les événements pratiquement de l'Afrique. D'accord? Donc, c'est pour dire que, oui, ça nourrit et progressivement, ça vient. Et ça vient surtout avec la digitalisation, mais, je reprécise, c'est celui qui travaille bien et qui se vend bien et qui s'entretient très bien. Parce qu'on ne peut pas d'abord aussi habiller quelqu'un pour que la tenue, malheureusement, ait une mauvaise odeur.
Le CEG Yagbé a servi de cadre le jeudi 13 octobre dernier au lancement officiel de la campagne La Marche vers l'école, initiée par le Centre national de sécurité routière. Une campagne qui vise à réaliser 0 accident grave dans les rangs des élèves et écoliers sur le chemin de l'école en cette nouvelle rentrée scolaire. Reportage signé Colombe Rousseau. J'ai bon espoir que les différentes mesures vont permettre d'accroître la sécurité de nos apprenants. La sécurité routière aux abords des établissements scolaires préoccupe le Centre national de sécurité routière CNSR. Ainsi, une campagne de sensibilisation visant la protection des enfants pendant leur trajet domicile-école-domicile se déroule sur toute l'étendue du territoire national. La marche vers l'école est lancée ce jeudi 13 octobre 2022 au collège d'enseignement général CEG Yagbé, érigé au bord de la route au quartier Akwakpa. Une campagne dont les objectifs sont précis. Sécuriser les itinéraires et abords des écoles, c'est une très bonne chose. C'est sauver des dizaines de milliers de vies qui sont appelées à emprunter et traverser au quotidien la voie pour accéder à leurs écoles. La présente cérémonie revêt donc une importance capitale car son objet est en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement qui accorde une priorité à la sécurité routière en général et à la sécurisation des itinéraires et des abords des établissements scolaires en particulier. L'évocation des tragédies survenues aux abords des écoles a permis d'exhorter les élèves au respect des règles de la sécurité routière. En 2021, devant le CEG Ngomé de Zou, 5 élèves à la sortie du cours ont été fauchés et ils sont morts sur le coup devant le collège. En 1975, au niveau du carrefour d'Ambekouno à Porte-Novo, 3 élèves ayant quitté le lycée Tofa ont été fauchés par un chauffard là. Et ils sont morts. Ça fait 47 ans qu'eux, ils ne vivent plus aujourd'hui. En 2021, le groupement national de sapeurs-pompiers, dans sa partie littorale, a enregistré 1351 interventions pour les accidents de la voie publique. Déjà en 2022, nous avons 963 interventions, durant lesquelles 144 personnes ont été évacuées et 51 personnes sont décédées. Le constat des cas d'accident que nous enregistrons régulièrement sur nos routes nous interpelle. Il interpelle à la fois le CNSR, il interpelle la Direction générale de la police week-end et tous citoyens. Prudence. Prudence. Et prudence encore. Respectez les feux. Respectez les consignes des passeurs. Respectez ce que vous dit la directrice. Assurer la sécurité des jeunes aux abords des écoles est le souci majeur du directeur général du CNSR qui lance des doléances à l'endroit de tous les acteurs en faveur de la sécurité des élèves sur la route. Je voudrais formuler une doléance que j'ai déjà formulée au ministre des enseignements secondaires, que les directeurs départementaux devront au plus pressé s'organiser pour que Yagbé dispose des passeurs. Je voudrais prendre l'engagement ici présent que le Centre national de sécurité routière prendra toutes les autres dispositions de renforcement des capacités, toutes les autres dispositions d'assistance technique, toutes les autres dispositions de dotation de tels passeurs, des épis. Je veux parler du casque, je veux parler des gilets, je veux parler du sifflet, je veux parler des panions. Au nom du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Arnaud Baguidi a lancé cette campagne de sensibilisation qui appelle tous les acteurs à être des vecteurs d'information en matière de sécurité routière. Sur cette note d'espoir, je vais mettre fin à mes propos en déclarant officiellement, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, lancer la campagne médiatique de sécurisation des itinéraires
et à bord des établissements scolaires. La séance de sensibilisation va se poursuivre sur les parcs de regroupement et dans plusieurs écoles pendant 10 jours. Dans nos maisons et autres endroits, nous rencontrons des toiles d'araignée qui par moments nous enveloppent. Mais quel est l'impact de ces toiles d'araignée sur la vie humaine? C'est à cette question que le guide spirituel Maxime Gomez a répondu au micro de Jacques Mario d'Almeida. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes rentrent dans les toiles d'araignée aujourd'hui et ils ne savent pas ce qui se passe. Or que derrière les toiles d'araignée, c'est la sorcellerie. Parce que les toiles d'araignée sont une caméra et qui suit l'homme à tout moment. Et dans ta chambre, tu rentres dans les toiles d'araignée. Dans ta maison, tu les rentres dedans. Et dans la boutique, tu rentres dans cette toile d'araignée. Et partout que tu vas, tu rentres dans les toiles d'araignée. Et tout ça, là, quand ça arrive pour toi, il faut savoir immédiatement que c'est le blocage. C'est le blocage qui est à ta porte. Et chaque fois, quand tu vas entreprendre quelque chose, c'est des échecs de gauche à droite. Et si tu ne sais pas quelque chose, tu vas dire, bon, comment faire maintenant pour évoluer? Non, ce n'est pas la solution. Cherche maintenant à te débarrasser de cette toile d'araignée. Sinon, à tout moment, quand tu le rentres dedans, même si tu fais tes prières, tu fais des rituels, et cette toile d'araignée t'envahissent à chaque fois, mon frère, il y a beaucoup de choses qui te restent. Donc, avec la prière, avec les astuces, avec la connaissance, tout ce qu'on va te montrer, avec toutes ces choses-là, tu peux te débarrasser des toiles d'araignée. À tout moment que tu vois l'araignée dans ta chambre ou bien dans ta douche, n'importe où, là, cherche moyen pour le débarrasser. Parce que derrière cette toile d'araignée, il y a la sorcellerie qui se cache là. Et il te contrôle à tout moment. Partout tu es, dans la douche, dans ta maison, dans ta chambre, dans la voiture, tout, il te contrôle. Donc, à tout moment, quand tu vas avoir ces insectes-là et autres-là, cherche tout moyen maintenant pour les neutraliser. Et pour les neutraliser, mon frère, il faut te procéder à quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prendre du vinaigre blanc. Tu prends du vinaigre blanc et tu vas prier dessus. Tu vas prier dessus du vinaigre blanc et tu prends pour asperger maintenant ces choses-là avant de prendre le balai pour les débarrasser. Sinon, si tu les débarrasses comme ça, ça va te suivre à tout moment. Donc, pour ces toiles d'araignée, dès que tu vas les rencontrer, il faut savoir que c'est la sorcellerie qui se cache et Dieu est prêt maintenant pour te délivrer. C'est pourquoi je vous invite le 29 prochain à Calavi, à côté du conseil de Calavi, pour une formation pour pouvoir, c'est-à-dire affronter tous ces esprits mauvais que nous voyons aujourd'hui. Le 29 prochain à 10h, à côté du commissariat central de Calavi, vous allez voir la maison des jeux et loisirs là. Donc à 10h, nous avons une formation de connaissances spirituelle. Quand on dit connaissance spirituelle, mon frère, on va te montrer comment utiliser les astuces, ces feuilles-là. Comment utiliser ces feuilles-là, comment utiliser, c'est-à-dire tout ce que tu vois aujourd'hui, l'œuf que tu vois aujourd'hui, les oiseaux que tu vois aujourd'hui, les plantes que tu vois aujourd'hui, les épices que tu vois aujourd'hui, tout ça là, comment l'utiliser pour la guérison, la réussite, le succès et la prospérité. Donc, c'est cette formation que nous voulons organiser ce 29 prochain à 10h au commissariat central de Calavi. Et nous demandons à toute personne qui veut arriver à cette formation de venir avec un poisson tchawa. Un poisson tchawa, les gens vont demander, poisson tchawa là, ça veut faire quoi? Avec le poisson tchawa, mon frère, tu peux te débloquer. Avec le poisson tchawa, tu peux avoir la réussite. Avec le poisson tchawa, ta vie peut changer. Donc, venez avec ce poisson tchawa là pour avoir une délivrance et une guérison totale. À présent, voici les actualités internationales, précisément au Niger, en République démocratique du Congo, en Allemagne et au Japon. Une compilation signée Nasserine Fatoumbi. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a lancé les opérations d'enrôlement biométrique des Nigériens de l'étranger. Ces opérations d'enrôlement qui devaient se dérouler en 2019 et 2020, comme pour les Nigériens de l'intérieur, ont été retardées en raison de la pandémie du Covid-19. Les opérations se tiennent depuis le 15 octobre dernier dans 15 pays en Afrique, aux États-Unis et en Europe. La Commission électorale établira ensuite une liste électorale biométrique des Nigériens de l'étranger puis des cartes d'électeurs pour les prochaines élections. En RDC, depuis plus de 4 mois, la cité de Bunagana, au nord du pays, est sous contrôle du M23. Cette rébellion que Kinshasa accuse d'être soutenue par le Rwanda dit attendre des négociations avec les autorités congolaises pour résoudre le conflit armé. Pour le gouvernement, il est hors de question de négocier avec le mouvement terroriste. En Allemagne, l'abandon du nucléaire prévu depuis des années pour la fin de décembre est repoussé à la mi-avril
avril 2023. Le gouvernement allemand a par ailleurs également décidé de prolonger l'activité de plusieurs centrales au charbon jusqu'au printemps 2024, même s'il s'est fixé comme objectif d'abandonner cette énergie en 2030. Au Japon, une enquête gouvernementale va débuter sur l'église de l'unification, plus connue sous le nom de Sekmon. Elle a été commandée par le premier ministre japonais Fumio Kishida après l'assassinat en juillet 2022 de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, qui avait révélé grand jour les liens de longue date entre le pouvoir et cette secte. Par ailleurs, la moitié des parlementaires conservateurs, plusieurs membres du gouvernement du premier ministre Kishida entretiennent des liens avec la secte Moon. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.